Je dois dire que Madame Vergier a été très discrète parce qu'elle nous a aussi aidé, et avec son équipe, pour exfiltrer un député djiboutien qui avait pris une balle dans la rue, alors qu'il se rendait pacifiquement à une réunion, et qu'on avait réussi à faire sortir, à l'exfiltrer en Éthiopie. Et là, il y avait un problème, l'ambassade de France ne voulait pas lui donner de visa. Et l'intervention de lui et de Mme Vergier ont permis d'obtenir un visa en 2-3 jours et de le faire arriver en Europe. Et c'était très apprécié par notre équipe. Voilà, moi je m'appelle donc Jean-Luc Chal, je suis président de la RDHD et fondateur. En quelques mots, la RDHD, c'est une association que nous avons fondée en 1991 parce que nous avions été informés à l'époque que des gens que je connaissais, j'avais vécu depuis un certain temps, avaient été mis en prison. Il s'agissait d'Ali Aref Bourhan, qui était l'ancien président du Conseil jusqu'à l'indépendance, et de son neveu Maître Aref, et puis d'un certain nombre d'autres gens. Je veux dire qu'avec mon associé, nous ne savions pas quoi faire. On était informés, on nous a dit à l'aide, et là, nous avons décidé d'abord de créer une structure, une association, et nous avons décidé dès l'origine qu'il n'y aurait pas de financement, parce que sinon notre indépendance ne serait pas garantie. Donc c'est une association qui fonctionne depuis 1991, sans appel à aucune subvention, aucune aide. Nous refusons tout apport d'argent. Et ce sont les membres qui se débrouillent avec leurs moyens. Alors vous allez comprendre qu'on n'a pas beaucoup de moyens. À l'époque, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a essayé d'envoyer des fax à la presse, à un certain nombre de personnalités. Nous étions en 91, il n'y avait pas d'internet. Et les fax, c'est long à envoyer. Alors on avait réussi à informatiser un petit peu avec un système orthopédique qui pouvait envoyer 300, 400 fax, mais il fallait se relever la nuit pour aller relancer la machine qui, en jargon de métier, se plantait. Voilà, ça sont les débuts. Et puis en 1999, nous avons été alertés sur de nouveaux cas de prisonniers politiques, dont Mohamed Kadhafi et ses compagnons qui avaient été extradés d'Éthiopie. Et là, nous nous sommes dit, on va pas recommencer avec les fax, et on a ouvert le premier site internet sur Djibouti. On était très précurseurs à l'époque, parce que les gens avaient des sites internet, et sur Djibouti, il n'y avait rien. On a fait école depuis. Alors, on a lancé ce site, et ça a marché, puisque aujourd'hui, nous avons une base de données qu'on a mise à jour avec des articles tous les jours. Il y a 18 000 articles. Et nous avons une consultation qui est importante, puisqu'il y a environ 1 million et demi de pages visitées chaque année. Ce qui veut dire 3 000 à 3 500 par jour. C'est déjà colossal, surtout que Djibouti, c'est pas un grand pays. Alors, le régime a essayé de nous censurer, pour petit à petit, couper l'Internet, ils le rétablissaient, puis un jour, ils ont décidé de censurer définitivement notre site à Djibouti. Alors là, on a ouvert une page Facebook qui marche bien. Ils pourraient l'arrêter, mais ça sera tel donné qu'ils n'oseront pas. Et donc, nos informations sont copiées sur la page Internet Facebook, avec notamment les vidéos, et les Djiboutiens sont très friands de la vidéo. Et 50% des consultations de vidéos, c'est à partir de Djibouti. Donc ça veut dire qu'on informe aussi la population. Alors le rôle de la RDHD, on s'est dit que c'était de médiatiser vis-à-vis des Djiboutiens, bien sûr, mais vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis de la presse. Et nous savons qu'un certain nombre de grandes oreilles de pays, soit présents sur place, soit même pas présents, suivent notre site, et que l'ambassade américaine, par exemple, à Djibouti, le regarde 4 fois par jour. C'est normal, et ça montre qu'on informe. Alors, dès qu'on a su que Mohamed Kadhafi était mis en examen, je dirais même avant, et qu'un comité de soutien était en organisation, et bien sur le site de la RDHD, sur notre page Facebook, on a commencé à organiser la médiatisation. Vous trouverez sur le site de la RDHD toutes les vidéos de tout ce qui s'est passé
les deux grandes manifestations à Bruxelles, il y a eu une conférence de presse à Paris, il y a eu la soirée de soutien à Bagnolet. Vous retrouverez sur le site de la RDHD toutes les vidéos. Alors maintenant, on va parler de la situation des droits de l'homme à Djibouti. Pour un Européen comme moi, un Français comme moi, je veux dire, elle est catastrophique. Mais le régime de Guélé a un avantage, c'est que c'est une vitrine. Je vais pas vous dire exemplaire, mais c'est une vitrine de toutes les violations possibles des droits de l'homme. J'ai bien cherché, j'en ai pas trouvé une qui ne soit pas accomplie à Djibouti. Que ce soit des emprisonnements arbitraires et sans jugement, que ce soit la torture systématique des opposants, que ce soit le viol impuni et je dirais presque légalisé des femmes dans le Nord, que ce soit des exécutions, alors on dit publiquement extrajudiciaires, mais ce sont des assassinats, et que ce soit des saisies et des expropriations de maisons ou d'entreprises qui sont récupérées par les dirigeants, qui les revendent ou qui les négocient pour leur propre intérêt, enfin, tout est fait à Djibouti. Alors, si vous voulez voir des exemples des droits de l'homme, vous prenez de violation des droits de l'homme, vous prenez le Djibouti, vous êtes sûr d'en avoir un. Bon, tout ça, c'est pas très gai. C'est pas très gai, mais c'est ça que nous dénonçons tous les jours. Alors, l'histoire de l'académie, j'oublie aussi une chose, c'est que le régime de Djibouti, comme vous le savez, est soupçonné, j'ai pas de preuves, j'ai pas d'assurance, mais d'avoir contribué ou d'être impliqué dans l'assassinat d'un magistrat français en exercice, qui est le juge Bernard Morel. L'instruction est toujours en cours, ça fait 20 ans, c'était en 1995. Le gouvernement français, très curieusement, a essayé de maintenir contre vents et marées la thèse du suicide, jusqu'au jour où, avec des expertises internationales, notamment un expert italien, il a été prouvé qu'il ne pouvait pas s'être fait un trou derrière la tête tout seul. Et ça n'avait pas été vu à l'autopsie de l'hôpital français, quand il est mort. Bon, il avait un gros trou dans la tête. C'est comme cet agent marseillais, je crois, de ça, qui s'était suicidé en se tirant 2 balles dans le dos. C'est à peu près ça. Alors, donc, le gouvernement Sarkozy, sous Sarkozy, le procureur a reconnu que l'instruction était maintenant pour assassinat et non plus pour suicide, mais depuis il ne se passe rien. Madame Borel et la justice, je n'ai pas beaucoup d'informations sur la justice, mais en tout cas Madame Borel se bat pour que l'on ouvre les dossiers classés confidentiels des France. Alors il y a eu quelques ouvertures, mais j'ai vu ce qu'on envoie, c'est qu'on ne vous envoie pas tout le document, on vous envoie le document qui est avec quelques phrases. C'est pas un document entier quand il est déclassifié. Ce sont quelques phrases qui sortent de leur contexte, n'importe absolument rien. Et on se fout de la gueule du monde, pardon d'être aussi un peu vulgaire, mais on se fout de la gueule du monde là-dessus. Alors, le régime de Guélé se croit tout perdu. Parce qu'il est impuni. La France ne dit rien. Les autres puissances installées à Djibouti, et Dieu sait qu'il y en a, parce que maintenant, il y a une base américaine, avec 4000 hommes, il y a une base japonaise, avec environ 600 hommes, je vais parler des Chinois après, il y a les Italiens, qui ont une petite base, petite. Les Saoudiens projettent de s'y implanter. Les Allemands ont aussi un contingent. Et même maintenant, les Chinois s'installent à Djibouti et on parle du fait qu'ils vont avoir au moins 10 000 habitants. C'est pas le détail. Alors, la France, quand elle était seule, elle ne disait rien. Maintenant qu'il y a des Chinois, on ne peut plus dire grand-chose, parce que le régime de Djibouti a toujours eu une grande force, c'est sa seule intelligence, je dirais, c'est de diviser pour régner. Il l'a fait au niveau tribal, il l'a fait au niveau politique, et maintenant il le fait en divisant, parce que j'imagine que les Américains, ils ont une base, et les Chinois, ils ont une base à quelque sorte d'encablure, comme on dit dans la marine, bah ça ne doit pas toujours se passer bien. Ce sont pas des gens qui s'aiment beaucoup à se regarder. Donc ils jouent là-dessus. Alors la France, elle, maintenant, elle ne peut plus rien dire, hein, parce que sinon, c'est... Sortez, il n'y a rien à voir. Alors, l'histoire de l'académie nous a étonnés parce que
qu'un juge, un magistrat, reprenons quand même le juge Serge Tournaire, est vice-président de l'instruction au pôle financier qui a été constitué pour instruire les affaires financières les plus complexes. Tout d'un coup, il accepte de prendre un dossier pour l'incendie de 3 voitures, on ne sait pas bien, mais on en roule pas mal en France ou en Europe. L'incendie de 3 voitures à Djibouti. Et c'est lui qui accepte de l'instruire. Or, il n'est pas forcé d'accepter la commission rogatoire parce que la convention franco-djiboutienne d'assistance judiciaire prévoit que la justice de chaque pays peut refuser à partir du moment où il y a un fond politique. Alors, c'est bien le cas. Donc, il aurait pu refuser, il ne l'a pas fait, et au contraire, il a accepté d'instruire et de mettre Mohamed Kademi en examen, alors que ce n'était pas demandé dans le texte original qui a été délivré par Madame Lamis Mohamed Saïd, qui est une juge inféodée au régime et qui a la particularité d'être une acharnée contre les opposants. Un opposant qui a déjà été torturé pendant 10 ans, elle maintient, qui était gracié par la Cour suprême, elle le maintient en prison, et comme il est très malade, elle refuse les soins. Comme ça, elle est sûre qu'il va mourir. Ce qui arrive. Etc. Donc c'est cette dame qui a envoyé la commission rogatoire. On sait bien que c'est la voix de son maître et que le régime lui dit de faire ça. Mais pourquoi le juge a-t-il accepté? Comme l'a dit Mohamed très bien, 2 jours après, il s'est envolé pour Djibouti pour interroger un témoin qui est important pour lui dans l'affaire du financement du bien de la campagne de Sarkozy. Bon. Mais ce qui nous m'étonne, c'est qu'un juge qui est un grand bonhomme, ce juge est normalement une personnalité dans la justice. Il était considéré comme étant intègre. Tout d'un coup, c'est un chantage aussi minable, et qui est la victime? Là, c'est notre ami Kademi. C'est lui qui est mis en examen. Bon, c'est pas très grave. On n'y fait pas grand-chose. Mais il y a une épée de Damoclès qui lui fonce sur la tête. Avec un risque, à mon avis, très faible, mais il y a un risque d'extradition quand même. Bon, il me semble faible, mais on ne sait jamais. Et ça nous amène maintenant au problème général que vous avez soulevé, c'est la protection des réfugiés en France. Parce que d'autres régimes dictatoriaux, comme celui de Guélé, pourraient se dire, mais il a raison. On n'arrive pas à attaquer, on n'arrive pas à toucher les opposants qui nous ennuient parce qu'ils sont réfugiés à l'étranger, on ne peut pas les toucher. Eh ben, la justice française va le faire pour nous. On va inventer ou prendre des motivations plus ou moins vraies. On va envoyer des commissions rogatoires et nos opposants vont être mis en examen et peut-être qu'on aura une chance de les voir se faire extrader chez nous. Alors, c'est très grave parce que ça peut faire boule de neige. Et là, je pense que c'est pour ça qu'on alerte et que vous devez tous alerter, parce qu'il y a un risque vraiment considérable pour les réfugiés politiques qui sont venus chez nous pour, en espérant avoir la possibilité de vivre librement. Et bien, ils sont avec une menace d'un pays qu'ils ont fui. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Mais vous remercier de votre attention et vous dire que si vous avez envie de participer, d'adhérer au comité de soutien, j'aimerais, et je vais vous expliquer pourquoi, que vous le fassiez sur Internet, sur notre site www.ardhd, Association pour le respect des droits de l'homme LGBT.org. Parce que quand on nous donne des papiers, c'est pas toujours très visible, et les adresses email, il faut être précis au caractère près, et en plus ça prend du temps, et comme je vous l'ai dit, on n'a pas de moyens. Donc, si vous pouvez le faire sur le site internet de la RDHD, ça nous permet de récupérer automatiquement et d'envoyer des informations quand il se passe quelque chose à tous les gens qui ont adhéré. Merci beaucoup.